Avez-vous déjà regardé votre compte bancaire et pensé « Pourquoi mes efforts ne se reflètent-ils pas dans mes résultats ?» Et si votre situation financière n'était pas une question de chance, mais le miroir de vos habitudes quotidiennes? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle de transformation personnelle, pas de promesses vides. 1. Le lien caché entre votre quotidien et votre portefeuille. Chaque journée est une succession de choix. Certains paraissent insignifiants. Un café acheté à emporter, un abonnement jamais utilisé, un repas commandé au lieu d'être cuisiné, et pourtant, ce sont ces micro-décisions qui sculptent notre réalité financière. Notre compte bancaire n'est pas un simple tableau de chiffres, c'est une empreinte, la trace concrète de nos habitudes, de notre discipline ou de notre absence de discipline. Si vous observez attentivement votre relevé, vous y verrez bien plus qu'un bilan. Vous y verrez votre histoire personnelle en matière de priorité et de valeur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la richesse ou les difficultés financières ne naissent pas d'un coup de chance ou de malchance, mais d'une accumulation lente, presque invisible, d'actions répétées chaque jour. Ce n'est pas un seul grand geste qui change tout, c'est une série de petits gestes cohérents. Une personne qui dépense sans réfléchir, même avec un salaire confortable, finira souvent par manquer, tandis qu'une autre, plus méthodique, plus consciente de ses comportements, construira une stabilité solide, parfois à partir de presque rien. Le secret réside dans la régularité, dans la conscience et dans la clarté de l'intention derrière chaque dépense. Imaginez que votre argent soit comme une rivière. Chaque euro est une goutte d'eau qui suit le courant que vous lui avez tracé. Si vous laissez la rivière couler sans direction, elle se perdra dans les marécages de la consommation impulsive. Mais si vous construisez des canaux, des digues, si vous orientez son flux vers des zones fertiles, l'épargne, l'investissement, la formation, alors cette même rivière devient une force créatrice. Elle nourrit, elle construit, elle élève. Votre portefeuille est simplement le reflet du chemin que vous avez choisi de tracer à votre énergie financière. Nos habitudes quotidiennes révèlent beaucoup de nous. Notre rapport à la gratification, à la patience, à la responsabilité. Chaque achat impulsif est souvent un moyen de compenser une émotion, l'ennui, la fatigue, le stress. On pense acheter un objet, mais en réalité, on achète un moment de réconfort. Le problème, c'est que ces réconforts s'accumulent et deviennent un poids. Les finances personnelles, au fond, sont une leçon de psychologie appliquée. Comprendre ses dépenses, c'est apprendre à se comprendre soi-même. C'est découvrir où l'on cherche à combler un vide et où l'on investit réellement dans son futur. Le lien entre le quotidien et le portefeuille est si fort qu'il agit comme un miroir brutal, mais honnête. Vous pouvez mentir aux autres, prétendre être organisé, ambitieux, discipliné, mais vos comptes, eux, ne mentent jamais. Ils révèlent si vos actions sont alignées avec vos intentions. Vous voulez être libre financièrement? Regardez si vos habitudes soutiennent cet objectif. Vous rêvez de stabilité? Observez si vos décisions quotidiennes reflètent ce désir ou le contredisent. Le portefeuille, en ce sens, est un excellent coach. Il ne juge pas, il montre simplement les conséquences concrètes de vos choix. Beaucoup de gens cherchent à améliorer leur situation en gagnant plus d'argent. Et bien sûr, augmenter ses revenus est important. Mais sans une transformation des habitudes, les mêmes schémas se répètent. Plus de revenus, plus de dépenses, plus d'impulsivité. Ce n'est pas une question de combien vous gagnez, mais de comment vous utilisez ce que vous gagnez. Si vous ne contrôlez pas vos petites décisions, aucune somme d'argent ne suffira jamais. Les habitudes financières, ce sont les fondations invisibles sur lesquelles repose votre futur. Si elles sont fragiles, tout s'écroule, peu importe la hauteur du bâtiment. Les personnes financièrement stables ont un point commun. Elles vivent avec intention. Rien n'est laissé au hasard. Elles savent ce qu'elles dépensent, pourquoi elles le dépensent et comment chaque choix contribue à leur vision globale. Elles ont compris que chaque euro dépensé aujourd'hui est un vote pour la vie qu'elles vivront demain. Alors que beaucoup dépensent pour paraître,
elles dépensent pour construire. Elles n'achètent pas des symboles de richesse, elles investissent dans la liberté. Vos résultats financiers sont la photographie de vos habitudes accumulées. Si cette image ne vous plaît pas, inutile de la cacher ou de l'ignorer. Il faut changer le comportement qui se trouve derrière. Comme un artiste qui retouche son œuvre, vous pouvez redéfinir le tableau de votre vie financière. Cela commence par une prise de conscience. Comprendre que chaque journée, chaque décision, chaque euro compte. Vous êtes le sculpteur de votre avenir et votre outil, ce sont vos habitudes. Ce que vous faites régulièrement, pas exceptionnellement, détermine le futur que vous récolterez. 2. Répétition ou improvisation. Beaucoup de gens vivent leur vie financière comme une pièce de théâtre sans scénario. Chaque jour, ils improvisent leurs décisions d'argent. Une dépense ici, une envie là, un achat impulsif juste parce que ça fait du bien. Et puis, quand le rideau tombe, à la fin du mois, ils se demandent pourquoi la scène est vide, pourquoi le décor s'effondre. L'improvisation peut être excitante sur le moment, mais elle ne construit rien de durable. En matière d'argent, l'absence de plan conduit presque toujours au chaos. Ce n'est pas le montant gagné qui fait la différence, mais la structure derrière la manière de le gérer. Répéter les bons gestes, c'est l'opposé de l'improvisation. C'est accepter la discipline, même quand elle semble monotone. C'est choisir la constance plutôt que l'émotion du moment. Ce n'est pas aussi glamour que de suivre son instinct, mais c'est ce qui fait la différence entre la stabilité et la précarité. Les personnes qui réussissent financièrement ne se fient pas à la motivation ou à la chance. Elles ont des rituels, des routines, des processus. Elles savent que la répétition construit la confiance et que la confiance nourrit la maîtrise. Imaginez un musicien. Un grand pianiste ne devient pas talentueux par inspiration soudaine, mais par la répétition méticuleuse des mêmes notes, jour après jour. Il s'entraîne à corriger ses erreurs, à renforcer sa mémoire musculaire jusqu'à ce que le geste devienne naturel. La finance personnelle, c'est la même chose. Vous ne devenez pas bon avec l'argent du jour au lendemain. Vous vous entraînez à l'être, encore et encore. Vous apprenez à dire non à une dépense inutile, à anticiper vos factures, à planifier vos objectifs. La répétition transforme la bonne intention en habitude durable, mais l'improvisation, elle, séduit. Elle donne l'illusion de liberté. On se dit « je travaille dur, je mérite ce plaisir » ou encore « je trouverai une solution plus tard ». Cette voix intérieure est douce, mais trompeuse. Elle vous pousse à vivre sans repère, à réagir plutôt qu'à agir. Le problème, c'est que la liberté sans structure se transforme vite en prison. Quand les dettes s'accumulent, quand les factures s'empilent, quand les imprévus frappent, l'improvisation montre ses limites. Ce qui semblait être de la spontanéité devient de l'instabilité. La répétition, au contraire, n'est pas une contrainte. C'est un entraînement à la liberté. Chaque habitude financière bien ancrée est une chaîne brisée. Quand vous suivez un budget, vous ne vous privez pas. Vous choisissez consciemment la direction que vous donnez à votre énergie financière. C'est comme un pilote qui trace sa trajectoire avant de décoller. Il ne laisse pas le vent décider pour lui. Il planifie, ajuste, corrige, mais garde toujours le contrôle du manche. C'est cette maîtrise que la répétition permet d'atteindre. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement plus intelligents ou chanceux. Ils sont simplement plus cohérents. Ils savent qu'en matière de finances, la répétition crée la prévisibilité et la prévisibilité crée la sérénité. Ils ne vivent pas dans l'angoisse du « combien il me reste » car ils ont instauré un système, un budget hebdomadaire, un plan d'épargne automatique, une révision mensuelle de leur compte. Ces gestes simples, répétés inlassablement, forment la colonne vertébrale de leur stabilité. Ce n'est pas l'improvisation qui bâtit une maison, c'est la rigueur du plan. Bien sûr, la répétition peut sembler ennuyeuse. Noter ses dépenses, planifier ses dépenses, revoir ses priorités.
Cela ne donne pas la même satisfaction instantanée qu'un achat impulsif, mais c'est exactement ce contraste qui sépare le plaisir momentané du progrès durable. Les petites disciplines quotidiennes sont invisibles, mais leurs résultats, eux, finissent par parler très fort. Ce n'est pas en cherchant le spectaculaire qu'on crée la richesse, mais en acceptant la lenteur du processus. Il faut aussi comprendre que la répétition n'est pas synonyme d'immobilisme. Elle n'interdit pas l'évolution, elle la soutient. En répétant, on apprend. En répétant, on affine. La régularité offre un cadre qui permet la créativité, comme un musicien qui improvise avec aisance après avoir maîtrisé les gammes. Quand vos bases financières sont solides, vous pouvez vous permettre d'expérimenter, d'investir, de prendre des risques calculés. L'improvisation n'est plus un danger, elle devient une compétence maîtrisée. Dans le fond, la vraie question n'est pas « est-ce que j'improvise ou est-ce que je planifie ?» mais plutôt « qu'est-ce que je répète chaque jour, consciemment ou non ?» Parce que tout le monde répète quelque chose. Certains répètent la négligence, d'autres la rigueur. Certains répètent les achats impulsifs, d'autres les décisions réfléchies. Le pouvoir ne réside pas dans la nouveauté, mais dans la conscience. C'est cette conscience qui transforme la répétition en un levier de croissance plutôt qu'en une simple routine mécanique. Alors demandez-vous, quelles sont les habitudes que vous rejouez chaque jour sans même vous en rendre compte, les mêmes erreurs, les mêmes excuses ou bien les mêmes gestes qui construisent lentement votre indépendance? La vie financière n'est pas une scène où l'on improvise à l'aveugle. C'est une répétition générale pour la réussite, un exercice quotidien de discipline et de lucidité. Et plus vous répétez avec intention, plus la pièce devient maîtrisée. Votre argent, vos résultats, votre sérénité, tout finit par suivre le rythme que vous choisissez d'imposer. 3. Créer un système gagnant. Le succès financier n'est pas une question de volonté ponctuelle, mais de structure durable. Trop de gens se fient à la motivation. Ils décident de faire attention, de dépenser moins, de mieux gérer, mais ces résolutions s'effondrent dès que la fatigue, le stress ou la tentation apparaissent. Pourquoi? Parce que la motivation est une émotion, elle fluctue. Un système, lui, reste. Créer un système gagnant, c'est construire une architecture mentale et pratique qui vous soutient, même quand vous n'avez plus envie. C'est mettre en place un cadre dans lequel vos bonnes décisions deviennent automatiques. Un système, c'est un ensemble de règles, d'outils et de rituels qui vous permettent d'atteindre vos objectifs sans avoir à y penser constamment. Par exemple, automatiser ses virements vers un compte épargne, planifier un budget mensuel fixe ou suivre ses dépenses via une application dédiée. Ce sont des garde-fous invisibles qui transforment la discipline en réflexe. Avec un système, vous ne luttez plus contre vous-même à chaque décision. Vous avez déjà choisi une fois, intelligemment, et le système répète ce choix pour vous. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas celles qui prennent toujours les meilleures décisions, mais celles qui ont construit un environnement qui rend les bonnes décisions inévitables. Elles savent que la volonté est une ressource limitée, alors elles la préservent. Elles automatisent, elles planifient, elles délèguent certaines tâches à la technologie ou à des habitudes solides. C'est une forme d'intelligence stratégique. Moins se battre contre soi-même, plus s'appuyer sur des structures fiables. Créer un système gagnant, c'est construire une rampe de lancement pour vos ambitions. Imaginez que vous essayez de faire des économies sans système. Chaque dépense devient un dilemme. Est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ces questions épuisent votre énergie mentale. Mais avec un système, ces choix sont déjà faits. Vous savez que 10% de vos revenus partent automatiquement en épargne, que votre budget alimentation a une limite claire, que votre plan d'investissement est programmé. Le résultat, moins de décisions, moins de stress, plus de constance. Le système travaille pour vous, même quand vous êtes distrait ou fatigué. Créer un système gagnant demande d'abord une vision claire. Que voulez-vous vraiment atteindre?
La liberté financière, la sécurité, le confort, la réponse déterminera la structure à bâtir. Sans objectif précis, un système n'a pas de direction. C'est comme construire une machine sans savoir ce qu'elle doit produire. Alors, commencez par définir votre destination. Ensuite, décomposez-la en étapes concrètes. Combien devez-vous économiser, investir ou rembourser chaque mois? Le système est la traduction pratique de votre vision en action quotidienne. Un bon système doit être simple. Beaucoup échouent parce qu'ils veulent tout contrôler, tout prévoir. Mais la complexité décourage. Le meilleur système est celui que vous pouvez suivre même dans vos pires journées. Par exemple, une règle claire comme « je dépense 70% de ce que je gagne, j'épargne 20%, j'investis 10%, est bien plus puissante qu'un tableau de 50 catégories. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais la régularité. Un petit système appliqué chaque jour vaut mieux qu'un grand plan abandonné au bout d'une semaine. Un autre pilier du système gagnant, c'est l'automatisation. Chaque fois que vous pouvez retirer la décision de vos mains, vous éliminez la tentation et l'erreur. L'argent transféré automatiquement vers un compte épargne est de l'argent que vous ne pouvez plus dépenser par impulsion. L'investissement automatique, même minime, crée l'habitude d'investir sans effort. C'est ainsi que les grandes fortunes personnelles se construisent, non pas sur des coups de génie, mais sur des processus répétitifs, constants et bien calibrés. L'automatisation transforme la discipline en mode de vie. Mais un système, aussi solide soit-il, doit rester vivant. Il doit respirer avec vous, s'adapter à vos changements de vie. Un système rigide finit par se briser. La vraie force réside dans la flexibilité contrôlée, savoir ajuster ses règles sans les abandonner. Si vos revenus augmentent, votre système évolue. Si vos priorités changent, il se réoriente. Ce n'est pas un carcan, c'est un cadre qui grandit avec vous. Un système gagnant n'impose pas, il accompagne. Créer un système, c'est aussi créer un état d'esprit. Vous cessez de réagir aux circonstances pour devenir le designer de votre réalité. Vous ne subissez plus vos finances, vous les orchestrez. C'est un changement profond de posture, passer de l'improvisation à la maîtrise. Vous commencez à voir votre argent non plus comme un outil de survie, mais comme un levier stratégique. Chaque euro trouve un rôle, chaque dépense a une intention, chaque habitude sert un plan plus grand. Vous ne naviguez plus au hasard, vous tracez votre route. Le plus beau dans un système gagnant, c'est qu'il libère. Ce qui semble d'abord être une contrainte devient une source de paix. Vous n'avez plus à penser sans cesse à vos finances car tout est sous contrôle. Vous retrouvez du temps, de la clarté et surtout de la confiance. Vous savez que votre avenir est entre de bonnes mains, les vôtres, mais renforcées par un cadre solide. Et quand ce système devient naturel, vous découvrez une vérité simple. La liberté ne vient pas du désordre, mais de l'organisation. C'est en structurant votre argent que vous commencez réellement à le maîtriser. 4. L'autosurveillance financière. Surveiller ses finances n'est pas une contrainte, c'est un acte de lucidité. Pourtant, beaucoup de gens fuient cette étape. Ils préfèrent ne pas savoir combien ils dépensent, de peur de découvrir la vérité. Ouvrir son application bancaire devient presque une source d'anxiété. Mais l'évitement ne protège pas, il fragilise. L'autosurveillance financière, c'est accepter de regarder la réalité en face, sans filtre, sans mensonge. C'est l'acte de maturité par excellence, choisir la conscience plutôt que l'ignorance. Regarder ces chiffres, ce n'est pas se juger, c'est se comprendre. Chaque transaction, chaque dépense raconte quelque chose, un besoin, une émotion, une habitude. Lorsque vous analysez vos relevés, vous ne regardez pas seulement de l'argent qui sort, vous observez vos comportements. Vous découvrez comment vous réagissez au stress, à l'ennui, à la gratification immédiate. Vous voyez où se trouvent vos faiblesses et vos forces. En d'autres termes, votre relevé bancaire devient un miroir psychologique, un outil d'introspection plus puissant qu'il n'y paraît.
Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui dépense régulièrement 50 € chaque semaine dans des repas à l'extérieur. À première vue, cela semble anodin, mais à la fin de l'année, cette habitude représente plus de 2 500 €. Cette somme pourrait financer un projet, un voyage ou même servir de fonds d'urgence. Ce simple exercice de calcul transforme la perception. Ce qui paraissait petit devient significatif. L'autosurveillance, c'est précisément cela. Redonner du sens à chaque décision financière. Replacer les chiffres dans une perspective plus large. Les gens redoutent souvent la discipline parce qu'ils l'associent à la privation. Mais en vérité, surveiller ses finances ne signifie pas se restreindre, c'est se libérer. Quand vous savez où va votre argent, vous reprenez le contrôle. Vous cessez d'être dominé par l'imprévu. Vous n'êtes plus esclave des dépenses impulsives ou des fins de mois tendues. L'autosurveillance crée un sentiment de maîtrise qui, paradoxalement, augmente votre confiance et votre sérénité. Vous cessez de subir, vous choisissez. L'autosurveillance financière ne consiste pas seulement à suivre les dépenses. C'est aussi une question de conscience émotionnelle. Pourquoi dépensez-vous? Que cherchez-vous à compenser? Certains achètent pour se récompenser, d'autres pour impressionner, d'autres encore pour combler un vide. L'argent devient alors un langage émotionnel. Observer ses finances, c'est apprendre à décoder ce langage. C'est se demander, est-ce que cette dépense m'apporte un bonheur réel ou seulement un soulagement momentané? Cette simple question peut transformer votre rapport à la consommation. Pour rendre cette autosurveillance efficace, il faut la rendre concrète. Cela peut passer par des outils simples, un tableau Excel, une application mobile ou un carnet de bord. L'important n'est pas la forme, mais la régularité. Notez vos dépenses, catégorisez-les, observez les tendances. Après quelques semaines, des schémas apparaissent. Vous verrez clairement les postes où vous dépassez vos limites et ceux où vous êtes discipliné. Ce processus, au fil du temps, éduque votre esprit. Vous commencez à anticiper vos comportements, à corriger vos écarts avant qu'ils ne se reproduisent. L'autosurveillance n'est pas un acte ponctuel, c'est une habitude continue. Elle devient un réflexe, un mode de vie. Vous commencez à vous poser naturellement les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ceci? Est-ce que cela s'inscrit dans mes priorités? Peu à peu, vous construisez une relation saine avec votre argent. Vous cessez de le craindre ou de le fuir. Vous l'observez, vous le respectez et surtout, vous le comprenez. L'argent cesse d'être une source d'angoisse et devient un outil conscient au service de vos objectifs. Mais attention, l'autosurveillance n'est pas de l'autocritique. Il ne s'agit pas de culpabiliser à chaque erreur. Tout comme un sportif observe ses performances pour s'améliorer, vous observez vos finances pour progresser. La bienveillance envers soi-même est essentielle. Si vous dépensez trop un mois, ne vous blâmez pas, analysez. Qu'est-ce qui a déclenché ce comportement? Était-ce un manque de planification, un moment de stress, une habitude ancrée? Chaque erreur devient une leçon. Vous transformez la culpabilité en apprentissage. En observant vos finances avec régularité, vous commencez à ressentir un sentiment de puissance intérieure. Vous devenez le témoin actif de votre évolution. Vous voyez vos progrès noirs sur blanc, une dette qui diminue, une épargne qui grandit, une meilleure stabilité chaque mois. Ces petits signes visuels renforcent votre confiance et nourrissent votre motivation. Vous passez de la peur de regarder vos comptes à la fierté de les maîtriser. L'autosurveillance devient une source de satisfaction, une preuve tangible que vous avancez. Finalement, surveiller ses finances, c'est surveiller sa vie. L'argent touche à tout, votre temps, vos priorités, vos valeurs. En observant vos dépenses, vous apprenez ce qui compte vraiment pour vous. Vous réalignez vos actions avec vos intentions. Et c'est là le véritable pouvoir de l'autosurveillance. Elle ne change pas seulement votre budget, elle change votre manière de penser, de décider et de vivre. Ce n'est pas une contrainte administrative, c'est une pratique spirituelle de responsabilité et de conscience. Chaque euro observé devient une graine de liberté future. 5. Réajuster sans relâche.
Dans la vie comme dans les finances, rien n'est figé. Les circonstances changent, les priorités évoluent, les imprévus surgissent. Ce qui fonctionnait hier peut devenir obsolète demain. Réajuster sans relâche, c'est accepter cette vérité. La stabilité financière n'est pas un état statique, mais un mouvement constant. C'est une danse entre adaptation et discipline, entre vision à long terme et flexibilité quotidienne. Ceux qui refusent de s'ajuster finissent tôt ou tard par être dépassés par la réalité. Ceux qui apprennent à réévaluer et à corriger leur trajectoire, eux, progressent même au cœur du chaos. Beaucoup de personnes pensent qu'une fois un plan établi, il suffit de le suivre aveuglément. Mais la vie n'obéit à aucun plan parfait. Un changement de travail, une crise économique, une dépense inattendue ou même une nouvelle opportunité peuvent bouleverser votre équilibre. C'est pourquoi la capacité à se réajuster est une compétence vitale. Elle demande de l'humilité, car il faut admettre que certaines stratégies ne fonctionnent plus. Elle demande aussi du courage, car il faut oser revoir ce qu'on croyait juste. Le vrai pouvoir n'est pas dans la rigidité, mais dans la souplesse consciente. Réajuster, ce n'est pas recommencer à zéro. C'est affiner, calibrer, corriger. C'est observer ce qui donne des résultats et ce qui en freine, puis agir en conséquence. C'est un processus continu fait de petits ajustements réguliers plutôt que de grands changements brutaux. Comme un capitaine qui corrige légèrement la trajectoire de son navire pour atteindre sa destination, vous devez surveiller vos finances, repérer les dérives et réaligner votre cap. Cette vigilance douce mais constante crée une stabilité bien plus durable qu'une discipline rigide et inflexible. Un exemple concret. Imaginez que vous ayez établi un budget strict pour économiser. Pendant plusieurs mois, tout se passe bien. Puis un jour, vos charges augmentent ou vos besoins changent. Beaucoup de gens réagissent en abandonnant complètement leur système, frustrés de ne plus pouvoir suivre leur plan à la lettre. Erreur. Le bon réflexe est d'adapter le système, pas de le jeter. Peut-être faut-il revoir certaines priorités, réduire ailleurs ou étaler les objectifs. Réajuster, c'est savoir évoluer avec la vie au lieu de se battre contre elle. Le secret, c'est la constance dans la direction, pas dans la forme. Réajuster sans relâche demande une qualité rare, l'auto-observation honnête. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Est-ce que mes choix financiers actuels servent encore mes objectifs? Est-ce que mes habitudes me rapprochent de ma liberté ou m'en éloignent? Ai-je progressé depuis 6 mois? Ou suis-je resté dans une routine confortable mais stérile? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles sont nécessaires. L'introspection financière est une forme de lucidité, une lumière qu'on dirige sur ces zones d'ombre pour éviter de s'y perdre. Le réajustement, c'est aussi l'art de transformer les erreurs en enseignements. Chaque échec cache une leçon. Une dépense impulsive vous apprend peut-être où vous êtes encore vulnérable émotionnellement. Un investissement raté révèle peut-être une précipitation ou un manque de recherche. Rien n'est perdu tant que vous tirez une conclusion utile. Ce n'est pas la perfection qui mène à la réussite, mais la capacité à apprendre vite et à s'adapter encore plus vite. Les personnes qui progressent le plus ne sont pas celles qui évitent les erreurs, mais celles qui en extraient le maximum de sagesse. Réajuster sans relâche, c'est aussi savoir équilibrer l'ambition et la patience. Trop de gens abandonnent parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Mais les finances, comme toute transformation personnelle, demandent du temps. Chaque ajustement porte ses fruits sur la durée. Il faut accepter de revoir son plan 100 fois, s'il le faut, jusqu'à trouver l'équilibre juste. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est une preuve de maîtrise. Les grands bâtisseurs de richesse, de carrière ou de stabilité ont un point commun. Ils ont affiné leur stratégie à force d'essais et d'ajustements constants. Il existe une beauté dans l'adaptation. Elle montre que vous êtes vivant, conscient, en mouvement. Une personne figée dans ses certitudes ne grandit plus. En revanche, celui qui accepte de revoir son approche, d'écouter les signes, d'ajuster son rythme, devient résilient.
Et la résilience, c'est le muscle le plus précieux dans la gestion financière. Car ce n'est pas la perfection qui vous rend fort, c'est votre capacité à vous redresser après chaque déséquilibre, à corriger sans relâche votre route sans perdre de vue votre destination finale. Le réajustement ne concerne pas seulement les chiffres, mais aussi l'état d'esprit. Il faut réajuster ses croyances. Peut-être que ce que vous pensiez être une bonne gestion ne correspond plus à vos valeurs actuelles. Il faut réajuster ses priorités. Ce qui avait de l'importance hier n'en a peut-être plus aujourd'hui. Et il faut parfois réajuster ses attentes. La réussite prend du temps et c'est normal. Accepter cela, c'est cesser de se juger pour enfin avancer avec sérénité. L'évolution financière, c'est avant tout une évolution intérieure. En fin de compte, réajuster sans relâche, c'est vivre dans une dynamique d'amélioration continue. Ce n'est pas un combat contre soi-même, mais une conversation avec la réalité. Chaque révision, chaque prise de conscience, chaque correction vous rapproche un peu plus de la version la plus lucide et la plus libre de vous-même. Le succès durable ne vient pas d'un plan parfait, mais d'un esprit souple et persévérant. Réajuster, c'est refuser la stagnation. C'est continuer à avancer, même lentement, même imparfaitement, mais toujours consciemment. Et dans cette constance flexible se cache la véritable force de ceux qui construisent leur liberté financière. Vos résultats financiers ne sont pas une fatalité. Ils sont le reflet fidèle de vos habitudes, de votre rigueur, de votre vision. Alors, que disent vos chiffres de vous aujourd'hui? Si vous voulez transformer votre vie, commencez par vos habitudes. Et si ce message résonne en vous, abonnez-vous. Car chaque semaine, on construit ensemble la meilleure version de vous-même.